Bonjour à tous, c'est Lucie Pacro. Bienvenue sur le podcast Retour à l'instant T, le podcast qui met en lumière vos histoires les plus surprenantes. Bonjour à tous. Chaque semaine, découvrez un nouvel épisode en ligne. D'abord un récit d'aventure immersif, suivi la semaine suivante d'un échange dans lequel vous posez vous-même les questions à mon invité. Après chaque nouveau récit, je vous invite à me poser directement vos questions sur le compte Instagram du podcast, Instant T Podcast. Alors comme promis, voici les réponses de mon invité de la semaine aux questions que vous avez souhaité lui poser. Bonne écoute! Salut Boris, je suis trop contente de te retrouver ce matin pour enregistrer les questions-réponses de nos auditeurs. Bonjour Lucie, écoute, moi aussi je suis très content de te retrouver après ce petit temps d'absence. On va commencer, donc j'ai essayé un peu d'organiser les questions des auditeurs. La première, ça va être, quel a été le déclic qui vous a fait repartir donc avec ta femme, mais cette fois-ci partir avec vos enfants? Oula, en fait, la première fois où on était parti, c'était une année d'élection présidentielle et donc on n'avait pas pu voter. Et donc 7 ans après, c'était encore une élection présidentielle, donc on n'avait toujours pas envie de voter, on est reparti. Non, alors évidemment, ça c'est une plaisanterie. Il se trouve qu'en fait c'est vrai, c'est voilà. Mais sinon, ce qui nous a fait repartir en vrai, c'est l'envie de voyager différemment, puisque comme je l'avais dit dans le podcast, la première année, on avait beaucoup voyagé, beaucoup bougé, et donc on avait envie de se poser. Et c'est vrai que les enfants, ma foi, c'est un bon prétexte pour pas trop naviguer. Ils nous ont permis en fait de nous poser, de nous intégrer plus facilement dans la vie locale, parce que les enfants, c'est un lien qui est formidable, il suffit d'en trouver d'autres, et ils se fichent complètement de savoir qui c'est, les autres, ils jouent. Et donc, du coup, en jouant, ça nous a permis de rencontrer les parents, et donc du monde, et puis comme on les a mis à l'école, ça nous a permis d'avoir une entrée vis-à-vis de plein de gens qu'on n'aurait peut-être pas rencontrés sinon. Donc voilà, et puis effectivement, voyager différemment aussi, parce que avoir des enfants à bord, ça change la vie, notamment en navigation. Alors effectivement, on avait aménagé le bateau un petit peu différemment, on avait installé des filets à la place des simples filières. Il a fallu éduquer les enfants pour qu'ils apprennent à bien se gérer tout seuls, à utiliser les points d'appui, et puis aussi à savoir s'accrocher quand c'est nécessaire, porter un gilet de sauvetage quasiment en permanence, etc. Enfin voilà, c'est toutes ces choses-là qu'on n'avait pas vraiment vécu avant. C'était aussi un challenge, arriver à naviguer différemment quand on naviguait. Et est-ce qu'il y a des gens de votre entourage qui ont essayé de vous dissuader de partir avec des enfants pour une aventure comme celle-ci? Alors il y a dû y en avoir, mais je crois que j'ai une oreille très très sélective et j'ai pas dû les entendre. Ok, il n'y a pas eu une phase de doute une fois que vous aviez prévu cette idée de se dire est-ce que c'est pas trop ambitieux avec deux enfants qui étaient assez jeunes? Alors justement, en fait, quand on a monté notre projet, on avait plusieurs idées en tête. Et en gros, on avait 3 idées. La première, c'était d'aller remonter le Nil, jusque là où on pouvait. La deuxième, c'était d'aller en mer Noire, remonter des rivières à travers la Russie, puis des canaux qui permettaient d'arriver à Moscou, puis ensuite de ressortir à Sébastopol. Et puis on avait le projet d'aller en Islande. Et en fait, en pesant le pour et le contre des 3 projets, on a éliminé le Nil parce que avec des enfants de 1 et 4 ans, on s'est dit que les conditions sanitaires pouvaient être un peu difficiles. Donc voilà. On a éliminé la Russie parce qu'on s'est dit que c'était il y a longtemps, hein. Mais on s'est dit que les problèmes administratifs allaient être immensément compliqués. On n'avait pas envie de se coltiner de l'administratif, et que les enfants allaient pas simplifier le problème. Voilà. Et finalement, l'Islande, on s'est dit que ma foi, le froid ça tuait les microbes, et que donc voilà. Et puis comme on était déjà passé en Islande, on avait des amis en Islande, on avait des connaissances. Et donc c'est vrai que ça nous donnait aussi un point d'appui. On savait que en cas de souci, on avait
à minima un hébergement à terre qui était sûr, voilà, quelle que soit la situation. Donc oui, effectivement, ils sont rentrés en ligne de compte fortement dans le choix d'aller passer une année en Islande. Ok, très bien. Une autre question plus pragmatique, comment est-ce que se déroule le passage d'une frontière en mer? Ben, il y en a pas. Mais du coup, quand tu rentres dans un nouveau pays? Alors quand on rentre dans un nouveau pays, alors déjà, quand on navigue en Europe, c'est très bien, puisqu'il n'y a effectivement plus de frontières, donc là, il n'y a absolument rien à faire. Juste porter le pavillon de courtoisie, mais par politesse. Alors, on a l'obligation d'avoir notre pavillon français sur le bateau quand on navigue hors de France. Et puis, quand on est dans un autre pays, on met dans les barres de flèches à droite, on met le drapeau du pays concerné. Quand on arrive dans un pays dans lequel il faut effectivement faire des formalités de douane ou de passeport, eh ben, quand on arrive, dans le mât à droite, on met un pavillon jaune, qui veut dire que je suis en train d'arriver et je vais auprès d'une douane pour pouvoir m'enregistrer. Et donc, effectivement, quand on arrive au port, alors chaque pays a un nombre, enfin a certains ports avec ses douanes et puis des ports qui n'ont pas de douane, donc il faut effectivement viser un port avec une douane. Et quand on est là, eh ben ma foi, on descend du bateau où on appelle la douane et on se rencontre et on fait les formalités administratives qui sont globalement les mêmes que quand on passe une frontière d'une autre façon, quoi. Mais effectivement, ça se passe pas en mer. Et donc on a une phase de transition à partir du moment où on rentre dans les eaux territoriales, où on a une tolérance pour ne pas avoir fait encore les papiers, c'est le temps d'arriver, quoi. Et ça se matérialise avec un drapeau jaune dans le mât. Voilà. Super. Tu me disais, donc la question c'est comment tu as préparé ton bateau qui n'est pas conçu pour ce genre d'endroit et pour la vie en famille. Donc tu as commencé à me parler des changements que tu as fait pour les enfants, comme les filets qui ont été changés, etc. Plus globalement, la préparation du bateau pour la glace que tu n'étais pas censé rencontrer mais que tu as rencontrée et la vie en famille. Ah bah, la préparation du bateau pour la glace elle-même, pas grand-chose, ma foi, parce que c'était pas prévu. Donc il s'avère que les bateaux plastiques, quand les conditions sont bonnes, voilà, c'est pas si mal que ça. Ensuite, par contre, on avait préparé le bateau pour le froid, parce que le bateau était, enfin les aménagements intérieurs, les vernis étaient à refaire. Il y avait du vaigrage. Le vaigrage, c'est une sorte de tapisserie qu'on met sur l'intérieur du bateau qui commençait à se décoller par endroits. Enfin bref, il était à rénover un peu. Et du coup, comme on avait le projet d'aller dans le froid, ce qu'on a fait, c'est que on a rénové en isolant. Donc l'intégralité du bateau a été isolée, alors soit avec de la mousse polystyrène, soit avec des isolants fins, ça dépend des endroits. Sur les plafonds, où déjà moi je touche quasiment le plafond, donc si je mettais 5 cm d'isolant, ça devient pas très agréable pour passer, enfin pour habiter. Donc on a joué de toutes ces contraintes pour pouvoir isoler le bateau au mieux. On a bricolé des doubles vitrages aussi, qui étaient, ma foi, assez performants. Tout simple, mais performant quand même. Et puis ensuite, l'intérieur du bateau, pour vivre, on s'accommode de l'espace. Hein, donc, en fait, on part avec le strict minimum pour que ça puisse rentrer dans le bateau. Enfin, le strict minimum, on avait quand même aussi des skis, des luges, un vélo, voilà, tout ça dans un bateau de 9 mètres. On y arrive, on y arrive. Hein. Par contre... Et vous aviez du chauffage du coup ou pas? Alors, on était parti avec un petit poêle à pétrole, mais il s'est avéré, un, dangereux, deux, avec un immense inconvénient, c'est que ça dégage de la vapeur d'eau, donc ça rend le bateau très humide, ce qui est très désagréable. Parce que quand le matin, il faut essorer le matelas pour, voilà, et que quand on le presse, il y a des gouttes qui tombent. C'est pas très confortable. Donc du coup, alors quand on était en Islande, on est très vite passé au chauffage électrique, qui lui est à la fois très pratique, très efficace, et puis qui est bien sec, qui produit pas du tout d'humidité, donc c'est très agréable. Le seul inconvénient, c'est que quand on navigue, du coup, on n'a pas de chauffage. Voilà. Et skier au Svalbard a été parfois un peu difficile. Bon, mais quand on est 4 à l'intérieur, un être humain, c'est à peu près 100 watts de chauffage. Donc quand on est 4 à l'intérieur, que le volume est tout petit,
Ça finit par faire un peu, puis on fait chauffer une eau chaude, et puis on boit son thé, ça réchauffe de l'intérieur, et puis on porte des gants et des bonnets, des fois à l'intérieur, oui, c'est... en fait, ça fait pas si longtemps que ça que, historiquement, que le chauffage a été mis dans nos vies. Et pendant quasiment toute la vie de l'humanité, on chauffait les corps et on chauffait pas les espaces. Bon, certes, les gens vivaient un peu moins longtemps, mais la médecine n'avait pas fait tous les progrès qu'elle a fait non plus. Donc voilà, ça marche. Ça marche. Et si c'était à refaire, est-ce que tu changerais quelque chose? Il y a quelque chose qui est changé par la force, c'est moi, enfin nous, avec Isabelle, puisqu'on a un peu vieilli. Sinon, fondamentalement, non, je pense pas que je changerais des choses. L'attrait de la simplicité est toujours important. J'aime que les outils ou les objets que j'utilise, j'aime bien que je sois à peu près capable de les réparer par moi-même. Donc, comme je suis pas hyper bricoleur, j'aime bien les choses très très simples. Et donc, je suis toujours dans cette optique-là. Ensuite, on utilisait au minimum le moteur. Je pense que là, ça n'a pas changé. Le moteur au strict minimum. Et puis, chauffage, on est toujours pareil, hein. On vit dans une maison où on met un peu de chauffage quand même, mais il est limité à 16 dans la journée, 14 dans la nuit. Donc finalement, non, je ne changerai pas grand-chose, quoi. Notre façon de voir les choses peut-être serait différente. Mais matériellement, petit bateau, petit problème, petit budget, ça reste. Et la manière de voir les choses, alors qu'est-ce qui changerait? 30 ans d'écart. 30 ans d'écart, ça veut dire déjà une condition physique qui est pas tout à fait la même. Même si on continue à s'entretenir et je continue à courir, pédaler, etc. Voilà, c'est pas le problème. Mais des connaissances aussi qui sont différentes, qui permettent de mieux anticiper, de mieux gérer certaines situations. Puis un rapport au monde qui a changé parce que quelque part, il y a 30 ans, nous partions avec Isabelle pour nous prouver qu'on était capable d'eux. Aujourd'hui, on s'est prouvé qu'on était capable de faire certaines choses. Donc si on repartait, on n'a plus rien à prouver, c'est déjà fait. Peut-être se prouver qu'on est capable de le refaire, mais je pense pas que ce soit le truc le plus important. Ce qui changerait effectivement, c'est un peu ça, juste rester dans le plaisir de vivre l'instant et le mode de vie qui effectivement est celui qui nous plaît le plus. Ça ressemblait à quoi votre quotidien pendant 1 an en Islande? Une journée type. Une journée type, se lever le matin, emmener les enfants à l'école à peu près à l'heure. Ensuite, le programme était très fonction de la météo. La météo varie très très vite en Islande. Il faut savoir prendre l'instant présent. Et donc, si la météo était plutôt agréable, c'était dehors pour faire de la marche, des photos, éventuellement un coup de navigation, un peu de pêche, j'en passe et des meilleurs. Et s'il faisait pas beau, rester à l'intérieur pour pour être dans des conditions à peu près confortables. Et puis beaucoup axé sur de l'apprentissage. Alors apprentissage de l'islandais, parce que ça, une langue, on n'a jamais fini de l'apprendre, donc on peut toujours continuer à se perfectionner. Apprentissage de l'histoire de ce pays qui était, c'est une histoire un petit peu particulière. Et comme on commençait à être capable de lire les sagas dans le texte, ma foi, c'était très très intéressant. Histoire aussi géologique du pays, puisque c'est un pays un petit peu particulier, puisqu'en fait, géologiquement parlant, c'est un pays tout neuf qui est en train de continuer à sortir de l'eau, puisque c'est l'Atlantique qui, en gros, s'ouvre et l'Islande, en fait, c'est un point très très actif de cette dorsale médio-atlantique qui fait qu'on est en plein sur le fond de la mer, en fait, géologiquement parlant. C'est aussi s'intéresser beaucoup à la météo parce qu'on est exactement sur le passage des dépressions, qu'on est juste vraiment à la limite de l'air polaire qui nous est descendu un petit peu dessus de temps en temps et on le sentait bien. Et puis on est aussi juste à la limite entre le courant du Labrador qui redescend le long du Groenland et puis la dérive nord-atlantique qui remonte, donc on est vraiment dans plein d'oppositions.
Voilà. Et du coup, en fait, les journées n'étaient pas assez longues. Voilà, comme bien souvent. Les journées n'étaient pas assez longues. Non, non, non. C'est chouette. Et du coup, tes enfants, ils apprenaient l'islandais sur place? Ah oui, eh ben alors Manon, elle est allée à l'école d'entrée de jeu. Alors c'est très rigolo parce qu'évidemment, quand on est arrivé les premiers jours, on a parlé anglais pour pouvoir gérer les détails matériels. Donc on a parlé anglais avec les maîtresses de l'école qui se sont empressées de parler anglais aux enfants. Et elles ont vite compris que ça servait à rien parce que Manon, elle parlait pas anglais non plus. Voilà, donc ils lui ont parlé islandais. De toute façon, les autres enfants parlaient islandais. Et au bout d'un mois, les maîtresses nous disaient que elles s'intégraient très très bien. Et à la fin de l'année, ils avaient fait une visite de l'école, puisque Manon, si elle était restée, serait passée à l'équivalent du CP. Et la maîtresse du CP est venue nous voir en nous disant que elle parlait aussi bien que les autres. Il lui manquait un petit peu de vocabulaire, mais que sinon, elle parlait aussi bien que les autres. Alors Simon, ça a été un petit peu différent, puisque donc on est arrivé, il avait 1 an et des poussières, donc il parlait pas, et en fait il a appris les 2 langues en même temps. Alors de façon très particulière, pendant un temps, je vais exagérer, mais il n'y avait que nous qui pouvions le comprendre, parce qu'il parlait un mélange français-islandais, ce qui était très surprenant. Et puis un jour, mais quand je dis un jour, c'est vraiment un jour, il a fait la séparation des 2 langues, et il parlait soit français, soit islandais. Alors avec un vocabulaire d'enfant de 2 ans et des poussières, hein, donc ça reste assez restreint, mais il a fait cette différence. Et sinon, sur du plus long terme, donc après notre année, on est rentré en France. Les enfants n'ont plus parlé islandais quand on était rentré en France, et quand de temps en temps, pour jouer, on essayait de parler un petit peu. Ils n'étaient pas très motivés. Par contre, quand on est revenu en Islande, alors avec Manon, ça a été particulièrement flagrant. Elle voulait pas trop parler islandais, et puis elle a retrouvé sa copine de l'année précédente, et là, bizarrement, en l'espace d'un quart de seconde, elle a retrouvé tout son islandais, qui est revenu. Et à vraiment plus long terme, Manon est retournée en Islande pendant ses études. Elle est allée faire un stage de 3 mois. Elle a retrouvé sa fameuse copine, mais elle n'a pas réussi à repasser à l'islandais, c'était trop enfoui. Voilà. Par contre, l'anglais c'est facile là-bas, donc voilà. Comment ça s'est terminé. Est-ce que tu es fier d'avoir réussi à transmettre à ta fille cette envie de voyage et d'aventure? C'est une très bonne question. Une question générale de parents, qu'est-ce qu'on transmet effectivement à ses enfants? Je ne sais pas. Moi personnellement, je suis pas fier. Je suis très heureux pour ma fille qui a toujours envie de voyager et qui a l'air de s'y plaire, puisque là, ça fait un petit moment qu'elle voyage, comme tu le sais. Visiblement, elle n'a pas trop l'intention de rentrer encore, voilà. Donc c'est un mode de vie qui a l'air de lui convenir. Donc, alors je dirais que oui, je suis satisfait, très satisfait de lui avoir ouvert les yeux sur une possibilité de vie, mais elle l'a transformée, elle en a fait sa sauce, et ça, c'est ce qu'elle en fait. Et son frère, qui a été élevé dans les mêmes conditions, lui est pour le moment, du moins, est pas particulièrement attiré par ce genre de projet, de partir longtemps, etc. Donc finalement, c'est l'éducation ou c'est les enfants qui font ce qu'ils veulent de l'éducation qu'ils reçoivent? Je ne sais pas trancher. Et voilà, en tout cas, la situation est telle qu'elle est. Et ce qui me fait le plus plaisir, c'est que mes enfants sont heureux de vivre. Voilà. Est-ce que tu as refait un voyage en voilier avec un ou tes 2 enfants maintenant à l'âge adulte? Ou est-ce que c'est un projet? Alors, un voyage long, non, on n'a pas refait. On a navigué à l'occasion, mais sur des courtes durées, donc plus pour des petites sorties. Et effectivement, ce qui nous fait plaisir, c'est que on a été plus ou moins régulièrement rejoints par les enfants quand on va passer un mois de vacances sur l'eau, ou quand à l'occasion ils passent, et si on a l'occasion de faire un tour de bateau, ça reste quelque chose qu'on partage. Et donc oui, ça reste, mais on n'est pas reparti longtemps. Vivement la retraite, on pourra repartir. Quelle est la chose pas encore réalisée que tu rêves de faire? Donc c'est une question assez ouverte, on peut la projeter sur des voyages, des aventures, ou plus largement, comme tu as envie de la prendre.
Ah, vous avez 3 heures? Allez. Beaucoup de choses, mais c'est un peu dans le flou parce que, par exemple, ma fille m'éduque. Quand je vois ce qu'elle fait, il y a des choses qu'elle fait, notamment des volontariats qu'elle fait, dans certaines conditions et je me dis que ça, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire aussi. Partir, donc on est beaucoup parti en bateau, mais j'aimerais bien aussi explorer d'autres moyens de voyage. Par exemple, du vélo ou de la marche, mais sur des temps très très longs. J'aimerais bien aussi, mais j'aurais jamais assez d'une vie, passer dans des endroits tellement différents dans le monde que, en fait, vis-à-vis de ça, j'ai toujours eu un problème de riche, c'est que j'ai envie de beaucoup de choses et il me faut sélectionner dans toutes ces envies. Par principe, je suis attiré par énormément de choses. Donc, c'est très difficile de répondre à cette question. Et est-ce qu'il y a un prochain voyage ou un projet qui est planifié avec Isabelle ou toi tout seul dans les mois ou les années à venir? Plus concret et plus visible. Il pourrait y avoir d'aller voir ma fille, ça fait plus de 2 ans qu'elle est partie, ça fait 2 ans et demi là, quand on se voit régulièrement, on s'est encore téléphoné il y a 3 jours, ça a duré 2 heures et demie. Et encore, il faut qu'on se force à couper. Donc on irait bien la voir. On est face à un petit dilemme, c'est que traverser l'Atlantique, en gros, il y a deux options. Une option rapide, chère en émissions de CO2, et une façon peu émissive en émissions de CO2, mais qui prend beaucoup plus de temps. Voilà. Donc on a le dilemme, et, euh, et on essaye de le résoudre, et pour le moment, il n'est pas tout à fait résolu. Peut-être que ça va le faire. Et du coup, vous allez la voir. La question, c'est comment? C'est ça. Quand, comment, pourquoi et pour combien de temps? Ça fait beaucoup de questions, hein. Mais se questionner, il y a un moment où il faut prendre des décisions, mais se questionner, c'est sur ce qu'on fait, pourquoi on le fait, c'est une partie importante de qui on est. Et sinon, si c'est juste aller pour aller parce que c'est une culture familiale, on peut pas ne pas voir sa fille pendant 2 ans, enfin c'est pas acceptable, ou parce que c'est une occasion pour aller voir le Brésil. Non, pour moi ça n'a pas de sens. Voilà. Donc on recherche un sens qui est un peu plus poussé que les contraintes extérieures. Qu'est-ce que nous vraiment on veut? Mm, je comprends. Et est-ce qu'il y a une partie de toi, de parents, qui est peut-être inquiet de voir que ta fille voyage autant et voilà, à vélo, à la route? Est-ce que il y a une partie de toi, tu disais que bon, voilà, tu lui as transmis l'éducation et elle en a fait, elle, son histoire, mais est-ce qu'il y a une partie de toi qui est inquiet aussi de père à sa fille? Pas vraiment. Je pense elle a tous les outils nécessaires pour gérer sa vie. Et je suis presque même plus rassuré de la savoir faire ce qu'elle veut que de la savoir bien sagement rangée dans un bureau à faire du travail qui n'aurait pas ou peu ou moins de sens pour elle. Donc oui, elle s'expose parfois à des dangers. C'est vrai que quand on fait du vélo sur la route, on est exposé au bon vouloir de tous les automobilistes qui nous croisent. En même temps, c'est ce que je fais tous les jours, moi. Donc, enfin, si, il y a plein de raisons, mais il y a plein de raisons de mourir autrement. Et inquiet, comme on est inquiet pour tous les gens qu'on côtoie. Et mais la vie, à mon sens, la vie n'a de prix que parce qu'on risque de la perdre. Et si on se met dans des conditions où on risque plus de perdre la vie, je pense que ça serait terriblement ennuyeux. Enfin, c'est ma façon de voir la vie. Je sais pas si tout le monde la partage, mais alors, ce qui veut pas dire se mettre en danger de façon inconsidérée. Non, je pense que Manon se met pas en danger de façon inconsidérée, qu'elle elle gère,
Mais comme nous, on s'est fait aussi, par certaines personnes, traiter de fous quand on est parti, voilà, en bateau, avec ou sans les enfants. C'est vrai qu'il y a une part de risque, mais finalement, on a plus de chances de mourir sur la route, on a plus de chances de mourir de pollution atmosphérique, on a plus de chances de mourir du trop plein de bruit que génère notre société. Et sauf que ces choses-là, le citoyen lambda, il est confronté tous les jours, et donc on oublie ce risque-là, et on voit beaucoup les risques qu'on connaît peu. Et nous, ces risques que le citoyen lambda connaît peu parce qu'il n'a jamais navigué, parce qu'il n'est jamais trop sorti de chez lui, et je ne fais pas de reproches, hein. Ben nous, on les côtoie, on les connaît, on sait qu'ils sont gérables, et du coup, ils deviennent, comme ils sont gérables, ils deviennent acceptables et faisables. Voilà, je pense que la preuve en est, ça fait 56 ans que je suis toujours là, donc jusqu'à présent, j'ai bien géré les risques, puisque je suis toujours là. Bah écoute, c'est super, ce sera le mot de la fin de ce petit format questions-réponses des auditeurs. Je suis contente qu'on ait exploré plein de sujets comme ça, bah voilà, de ton rapport à l'aventure, à la vie, donner du sens à ce qu'on fait. Je sais pas, je suis contente de cet échange. Ben, ce qui me surprend toujours, c'est que quand j'ai passé mon bac en philo, j'ai eu 4. Et je me pensais incapable de réfléchir à ce genre de sujet. Et en fait, j'étais juste un peu trop jeune, mais ce sont juste des sujets qui sont passionnants. La philosophie, en fait, la philosophie, c'est quoi? C'est réfléchir au sens de la vie. Qu'est-ce qu'on fait là? Comment, pourquoi, avec qui, etc. Et finalement, en fait, c'est juste passionnant. Donc, merci à mes profs de philo qui m'ont botté le derrière, et qui m'ont forcé à m'ouvrir un petit peu, et à essayer et qui m'ont appris à essayer de réfléchir par moi-même. Et ben merci à la philo. Merci. Merci à toi, Boris. Merci, Lucie, et bon courage pour la suite de tout ton travail. Merci d'avoir écouté l'épisode en entier. N'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain, et rendez-vous chaque lundi pour une nouvelle aventure à la voile.